Bonjour, je suis le professeur Sohim, enseignante-chercheuse à la faculté de médecine d'Alger. Donc, j'étais censée de vous faire cette conférence en présentiel, mais malheureusement, vu la situation pandémique que vit notre pays, donc on va essayer je vais essayer de l'animer autant que possible pour votre compréhension. S'il y a des questions ou des problèmes quelconques, vous avez mon email sur la première diapositive et bonne écoute. Donc, l'intitulé de cette conférence est les états d'agitation, qui est une thématique assez importante pour tout médecin. Et donc, on a fixé les objectifs pédagogiques comme suit: savoir examiner un sujet agité, déterminer les différentes étiologies de ces agitations, qu'elles soient médicales ou psychiatriques, et bien sûr, savoir mettre en place les mesures thérapeutiques symptomatiques dans l'immédiat. Donc, on va parler de quelques généralités et définitions donc, de l'état d'agitation. Avant toute chose, on va définir l'agitation. Elle correspond à un trouble du comportement psychique et moteur qui est caractérisé par une hyperactivité motrice associée à une perte du contrôle des actes, de la parole et de la pensée. Donc, le danger réside dans le passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Ceci donc dépend de l'étiologie de la pathologie. Donc, le passage à l'acte auto, c'est essentiellement contre soi-même, par des tentatives de suicide, par des automutilations. Et hétéro-agressif, bien sûr, c'est le passage à l'acte contre autrui ou contre d'autres personnes. La mise en œuvre de moyens thérapeutiques immédiates, elle se fait, bien sûr, en parallèle avec la recherche étiologique. L'intérêt, il faut savoir que les états d'agitation est une urgence médico-chirurgicale qui peut engager le pronostic vital du sujet. Devant quoi? Devant la confusion mentale dans la majorité des cas, qui est liée bien sûr à un trouble organique, et aussi le potentiel de dangerosité, c'est-à-dire le risque de suicide. Juste pour rappel, pour la confusion mentale, il faut savoir examiner une confusion mentale qui est constituée par 4 éléments importants. C'est le trouble de la vigilance. Deuxième élément, c'est la désorientation temporospatiale. Troisième élément, trouble de la mémoire. Et quatrième élément, quand on a une confusion qui est très sévère, c'est le délire oniroïde. C'est un délire qui est basé sur des hallucinations visuelles et terrifiantes. Donc, ces éléments-là sont très importants à rechercher auprès du patient. Donc, on va essayer de voir les différentes étapes à suivre pour arriver au diagnostic positif d'un état d'agitation. Donc, le diagnostic positif repose sur la constatation d'une activité motrice qui est exagérée, inadéquate à la situation et s'accompagne de troubles psychiques. Cliniquement, on peut avoir des manifestations de l'agitation sont représentées par des troubles motrices comme la déambulation, mouvements intenses et brusques, auto- et hétéro-agressivité, crise classique, ou bien des troubles, manifestations verbales de l'agitation, qui est donc l'élévation de la voix et tendance logoréique, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, et des cris. Pour le diagnostic positif, on a 2 formes d'agitation. Les formes mineures, qui sont représentées par l'agitation motrice, ce sont des conduites compréhensibles ordonnées. Exemple, irritabilité ou énervement. Le sujet ne peut pas rester en place. Il est instable, reconnaît l'anomalie de son état, ne supporte pas la moindre contrariété.
Par contre, les formes majeures, elles sont incompréhensibles, incoordonnées, avec passage à l'acte auto- et hétéro-agressif. Exemple, la fureur maniaque, qui est donc une forme d'agitation extrême, incoercible, caractérisée par la violence des manifestations motrices à tendance destructrice. L'examen de l'agité. Donc, si on peut faire l'entretien avec le malade, tant mieux pour nous. Sinon, lorsqu'il s'avère impossible, on le fait avec l'entourage. Il permet donc, à travers l'entretien, de chercher le mode de début de cette agitation. Est-ce qu'il est soudain ou lent, progressif? Rechercher les facteurs déclenchants d'ordre psychologique comme le choc émotif ou affectif, l'existence d'une intoxication médicamenteuse volontaire ou accidentelle, la consommation d'alcool ou d'autres toxiques et un traumatisme physique ou bien un changement récent de médicaments. On recherche aussi les antécédents psychiatriques et organiques qui mettra en lumière la notion de premier épisode ou de récurrence, c'est-à-dire qu'il faut chercher est-ce qu'il y avait dans les antécédents un épisode similaire et ils ont fait quoi pour sédater cet accès-là. Est-ce qu'il a été hospitalisé, non hospitalisé? Est-ce qu'ils ont vu des thérapies traditionnelles, etc. L'affection prédisposante à ce type de manifestation aiguë, comme les psychoses chroniques, alcoolodépendantes, ou chercher les pathologies organiques sous-jacentes chroniques ou aiguës, comme le diabète, l'épilepsie, limitant ou contre-indiquant certaines mesures thérapeutiques. L'examen psychiatrique permet de répondre à plusieurs questions. Il consiste à observer et à écouter attentivement l'agité afin d'apprécier au mieux les caractéristiques de l'agitation, son intensité, sa permanence, sa récurrence, c'est-à-dire sa répétition, avec apparition d'accès imprévisible de violence. On peut constater une fureur, les caractéristiques de l'agitation qui est incoercible, qui fluctue avec bris d'objets ou activités ludiques, donc avec des jeux de mots, manifestation théâtrale aussi de l'agitation, donc ça nous fait penser vers une crise d'hystérie, dont l'évolution spontanée est souvent en relation avec l'attitude de l'entourage. Ça concerne l'agitation maniérée, l'agitation théâtrale. On peut avoir aussi des agitations avec des mouvements stéréotypés ou brusques qui sont incontrôlables. Alors, dans l'examen psychiatrique aussi, on va apprécier la qualité du contact avec le patient. Est-ce que c'est un contact laborieux, facile ou inexistant? Aussi, explorer la conscience du patient. Donc, je vous ai dit dans l'intérêt de la définition de la confusion mentale, donc rechercher les 4 points cardinaux de la confusion mentale, la désorientation temporospatiale, l'obnubilation, l'orientation, l'attention et le délire oniroïde, qui est donc basé essentiellement sur des hallucinations visuelles à thématique essentiellement effrayante et terrifiante. Existence aussi de l'altération de l'humeur, c'est-à-dire c'est une personne qui est triste ou bien euphorique, elle rigole beaucoup. Est-ce que c'est une personne qui est coléreuse ou elle est très angoissée? Rechercher aussi la présence des phénomènes hallucinatoires et délirants. Donc, vous pouvez avoir plusieurs thématiques du délire. Vous pouvez avoir un persécuteur qui est désigné. Si c'est un trouble paranoïaque, donc le patient est très dangereux. Rechercher s'il n'y a pas des hallucinations ou pas. Rechercher aussi des troubles du comportement alimentaire ou bien du sommeil, et notamment les insomnies, qui sont un élément très important prodromique dans la survenue d'une rechute ou d'une nouvelle pathologie essentiellement psychiatrique ou dans la confusion mentale.
Donc, au terme de cet interrogatoire et à l'examen psychiatrique, on se posera plusieurs questions. Est-ce que le malade est confus? Est-ce que le malade est délirant? Est-ce qu'il existe des troubles du contact ou de l'affectivité, c'est-à-dire les troubles de l'humeur? Il permet ainsi de rattacher cette agitation à une cause psychiatrique ou organique. Donc, l'examen somatique est très important. C'est un temps indispensable de l'évaluation. Il doit être particulièrement minutieux lorsque l'anamnèse révèle des éléments en faveur d'une étiologie organique. Donc, on va effectuer les premiers gestes paracliniques. Elles sont en fonction, bien sûr, des données de l'anamnèse et de l'examen clinique. Elles sont en fonction aussi de l'âge, de l'orientation clinique. Un certain nombre d'examens complémentaires sera éventuellement utile, comme la glycémie capillaire, voire le LabStix, un bilan standard ionogramme, calcémie, FNS, CRP, bilan hépatique, ECG, l'alcoolémie, recherche qualitative de médicaments dans le sang. Ça, c'est quand il s'agit d'un grand toxicomane ou une intoxication médicamenteuse pour tentative de suicide. Imagerie cérébrale, ponction pleurale, EEG, vitesse de sédimentation, saturation en oxygène dans le sang. Bon, ces bilans, on ne va pas les faire systématiquement, c'est en fonction du contexte clinique du patient. Donc, on arrive au chapitre « Comment procède-t-on pour le diagnostic étiologique ?» On va voir dans les slides suivants. Pour le diagnostic étiologique, ils sont divisés en deux grands groupes d'étiologie. Étiologie d'origine organique et étiologie d'origine psychiatrique. Les agitations d'origine organique surviennent sur un fond de confusion mentale avec troubles de la vigilance, de la mémoire, de la désorientation temporospatiale et dans les cas extrêmes, le délire oniroïde. Donc l'agitation, elle a deux mécanismes. La perception angoissée de l'ambiance, qui est liée à l'obscurcissement de la conscience et l'onirisme, avec réaction de fuite, de panique, parfois d'agressivité. Les malades sont très agités à ce moment-là. Avant d'énumérer les différentes étiologies, donc il m'a paru très important de rappeler les symptômes d'une agitation et confusion mentale. Donc l'agitation de la confusion mentale constitue un état pathologique donc de la conscience qui est caractérisé par une obnubilation et une désorientation temporelle et spatiale, délire oniroïde ou onirisme. Donc ces troubles sont fluctuants dans le temps. Le diagnostic de confusion mentale oriente immédiatement vers une pathologie organique sous-jacente. Donc, vous avez remarqué qu'à travers cette présentation, je rappelle souvent l'état de vigilance, la confusion mentale qui est très importante à connaître car elle oriente directement, dans la plupart du temps, à une problématique organique. L'agitation, elle peut inaugurer le tableau clinique, la symptomatologie associée à l'obnubilation de la conscience, sont essentiellement les troubles du sommeil et notamment les insomnies, les agitations anxieuses désordonnées qui sont secondaires à l'onirisme intense et à l'anxiété. Le patient est rarement violent et agressif et on a dans la confusion les signes généraux dont la nature et l'intensité dépendent de la cause. Quelques symptômes sont toujours observés comme la déshydratation, les troubles neurovégétatifs et l'hyperthermie. D'abord, dans les agitations organiques, on a l'alcoolisme. Essentiellement l'agitation du délirium tremens ou bien de l'encéphalopathie alcoolique. Il s'agit d'un arrêt brutal de l'alcool. On peut avoir aussi des agitations
suite à une ivresse aiguë, c'est-à-dire une intoxication à l'alcool, caractérisée par un état d'excitation psychomotrice qui peut aboutir au déchaînement brutal et une agressivité aussi imprévue que redoutable. Dans l'intoxication à l'alcool, on peut avoir 3 formes d'agitation, qui est donc l'ivresse pathologique. On peut avoir une forme d'agitation excitomotrice, qui est brutale, raptus, impulsivité, associée à des hurlements et des crises classiques. Les formes d'agitation hallucinatoire visuelle, donc ils ont des visions, des hallucinations auditives, menaçantes et injuriantes. On a des formes délirantes, auto-accusatrices, mégalomaniaques, jalousie ou persécution, qui est donc dirigée à l'encontre de l'épouse. Deuxième étiologie, c'est les toxicomanies au cannabis et les hallucinogènes lors de l'intoxication ou bien au sevrage de drogue. On peut, dans les 2 situations, sevrage, c'est l'état de manque. Donc, dans l'intoxication ou bien sevrage, l'agitation s'accompagne de troubles essentiellement perceptifs au premier plan, c'est-à-dire les hallucinations, les illusions, etc. Les agitations dans le cadre de l'épilepsie grand mal, comme par exemple les agitations de la fureur épileptique, qui est à craindre sur un fond de troubles de la vigilance. Aussi, on a les agitations du syndrome démentiel débutant chez le sujet âgé. La symptomatologie, elle est polymorphe, associée à des modifications du caractère, des épisodes de turbulence nocturne, des troubles de la conscience et peut être ponctuée d'un acte agressif dont les motivations sont obscures chez le sujet âgé. Les agitations d'origine médico-chirurgicale, on peut citer les causes métaboliques et endocriniennes, l'hypoglycémie, l'acidocétose diabétique. On peut citer aussi les hypocapnies, les déshydratations, les perturbations à l'atrémie, etc. Les causes neuroméningées, c'est surtout les hémorragies méningées, les méningites, les encéphalites. Ce qui est fréquent, c'est l'hypertension intracrânienne, les hématomes sous-durales, aigus ou chroniques, qui entraînent, suite à une pression intracrânienne, des agitations et une confusion mentale qui est très importante à déceler. Les agitations aussi qui sont dues aux intoxications médicamenteuses, elles peuvent donc peut-être provoquées par l'intoxication volontaire ou non, à l'isoniazide, les psychotropes, les corticoïdes, pris par exemple récemment, les antibiotiques, surtout les cyclines, les confusions d'origine médicamenteuse sont fréquentes, avec aussi les psychotropes comme les antidépresseurs, les benzodiazépines, le lithium, les antiparkinsoniens de synthèse, le L-Dopa aussi. Ils peuvent donc entraîner des stades d'agitation. Les agitations aussi, des intoxications professionnelles ou accidentelles peuvent entraîner des tableaux dramatiques avec confusion mentale, comme avec gestes suicidaires. L'intoxication médicamenteuse peuvent être prises dans le cadre, bien sûr, dans le geste suicidaire. On peut avoir une intoxication alimentaire professionnelle, comme l'oxyde de carbone, le chlorure de méthyle, le vinyle, l'arsenic, le bromure de méthyle, les benzoles, les solvants, le mercure, les atropiniques, le plomb, l'amphétamine. Tous ces produits peuvent entraîner un tableau d'agitation avec confusion mentale. On a aussi toutes les infections, qu'elles soient bactériennes, parasitaires, virales, et notamment le virus au Covid-19, ils entraînent une désagitation confuse, avec qu'on appelle, surtout dans le Covid, le neuro-Covid, avec des agitations, les délires et troubles de l'humeur. Les agitations péropératoires qui sont dues à l'angoisse. Donc à ce moment-là,
On peut traiter le patient par anxiolytique de 24 heures avant l'intervention. Et les agitations post-opératoires, elles sont dues bien sûr au retard d'élimination des produits anesthésiants ou bien un surdosage au moment de l'intervention. Donc le patient se réveille, il n'élimine pas très bien donc, le produit, et donc il se réveille avec une agitation et confusion mentale. On passe aux agitations d'origine psychiatrique. On parle d'abord, toutes les pathologies psychiatriques peuvent entraîner l'apparition de tableaux d'agitation dramatique. Dans les troubles anxieux, on peut observer une agitation lors des crises d'angoisse aiguë dans sa forme agitée. Donc, il y a l'expression clinique, c'est des pleurs, des cris, des sensations de manque d'air, tachycardie, sueur, boule gastrique, sensation de perdre la tête et de devenir fou. À l'acmé de l'angoisse, le sujet peut passer à l'acte suicidaire. La deuxième étiologie, c'est les troubles de l'humeur par excellence, par définition de l'état d'agitation. L'accès maniaque, c'est un type de description. Et la notion d'exaltation, d'euphorie de l'humeur ou d'hyperthymie expansive, elle est caractéristique de l'accès maniaque. Elle s'accompagne fréquemment d'une excitation psychique et physique. Cette agitation peut aller jusqu'à la fureur maniaque. Le patient est complètement déchaîné. Dans l'état dépressif, l'agitation, c'est une agitation qui survient sur un fond d'anxiété avec des idées délirantes à thématique dépressive. Donc le sujet, son humeur, elle est pessimiste, avec un dégoût vital, des idées d'infériorité et de culpabilité, donc qui peuvent alimenter et précipiter le passage à l'acte suicidaire. Dans les troubles psychotiques aigus, l'agitation est secondaire à l'adhésion totale au délire. Elle est désordonnée, fluctuante, elle est imprévisible, avec une richesse en hallucinations et délires, ainsi qu'une très grande labilité de l'humeur. Les agitations du schizophrène et du paranoïa, ce sont des agitations qui surviennent surtout dans un contexte délirant et hallucinatoire ou dans un moment d'impulsivité. Le passage à l'acte auto- et hétéro-agressif est très important et il est imprévisible. Donc ici, les agitations sont teintées de passage à l'acte dangereux. Alors, pour les troubles de la personnalité névrotique ou anxieuse, surtout dans les troubles histrioniques, l'agitation survient selon les classifications françaises, elle est théâtrale avec dramatisation des faits, c'est-à-dire à partir d'un facteur déclenchant très bénin, il y a une agitation qui est dramatisée, théâtralisée, chantage au suicide qui est très très fréquent et qui n'est pas à négliger. Donc on parle ici de crise histrionique dans la nouvelle classification. Les agitations des sujets impulsifs et caractériels, donc il peut s'agir des personnes psychopathes, des personnalités pathologiques comme l'état limite, des insuffisants mentaux. L'agitation, elle survient dans un contexte de frustration et de passage à l'acte dangereux qui est très important. Quelle est la conduite à tenir devant un malade agité? Donc, premièrement, il faut faire une évaluation de la gravité de l'agitation. Il faut avoir une attitude spéciale face à une agitation, qu'on va voir après dans les autres slides. Et aussi, certains moyens thérapeutiques sont nécessaires pour sédater le malade agité. Donc, évaluation de la gravité. Donc, les critères de gravité d'une agitation sont représentés dans ce petit cadran.
Donc, c'est quand le contact est impossible à établir avec le patient agité. C'est quand on a une agressivité majeure, le patient est très violent, agitation extrême avec fureur, quand il y a une agitation associée à une intoxication à l'alcool ou autre drogue, quand on est devant un patient qui a un vécu délirant très intense, associé ou non à des hallucinations qui lui donnent des ordres d'exécuter quelque chose, et quand on a aussi un patient très angoissé, on appelle une angoisse massive, surtout chez le psychotique, quand il démarre sa pathologie ou non, le passage aussi à l'acte suicidaire est très très important. La conduite à tenir donc devant un état d'agitation aussi, elle passe par l'attitude face à une agitation qui est très importante et qui est primordiale et qui est le premier geste à faire. Donc l'abord du malade doit se faire calmement dans une pièce isolée et éviter tous les spectateurs inutiles en la compagnie donc d'un ou de plusieurs infirmiers et enlever tous les objets dangereux d'une pièce discrètement. Donc, il ne faut pas le faire devant le malade. Premièrement, on essaye de faire l'entretien avec le patient. On le sépare de son entourage, surtout quand ils paraissent entretenir ou exacerber cette agitation. Tenter de dédramatiser l'atmosphère entourant cette agitation. Parler avec le patient pour bloquer cette spirale de peur-agressivité et adopter une attitude ferme et décidée face au patient. Si toute discussion reste impossible, on va maîtriser le patient par un traitement injectable, de préférence en intramusculaire, voire une contention qui est provisoire et prévoir rapidement une hospitalisation à moyen terme s'il s'agit d'une pathologie psychiatrique. Voilà. Bien sûr, l'interrogatoire permettra de rechercher les circonstances exactes de la survenue, c'est tout de la survenue de l'agitation. Donc, on l'a détaillé dans le chapitre examen de l'agité. Si toute discussion reste impossible, la maîtrise de l'agitation s'impose. Elle nécessite bien sûr l'emploi des traitements injectables. Voilà. Et prévoir d'orienter les patients dans d'autres services si elles relèvent des étiologies d'ordre somatique ou psychiatrique. Prévoir, donc, comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, l'hospitalisation dans un service de psychiatrie. Les moyens thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition au niveau des urgences pour juguler l'agitation? Les moyens thérapeutiques, d'abord non médicamenteuses, on a l'approche relationnelle du patient agité. Cette approche vise à assurer bien sûr une écoute, rétablir le contact, favoriser un apaisement émotionnel du patient. Il faut dédramatiser la situation en évitant toutes les réactions personnelles hostiles nuisibles pour la prise en charge de notre patient. Deuxième moyen thérapeutique, c'est la contention physique. Quand on a un patient très agité, impossibilité de faire un entretien ou de l'examiner, à ce moment-là, on va penser aux contentions physiques. Elle oblige à une surveillance médicale stricte, l'état de conscience, les fonctions, les constantes dynamiques, l'état de la circulation périphérique, et puis l'évolution sur plan psychiatrique, notamment la sédation de l'agitation, la cohérence des propos, etc. Donc, elle n'est pas obligatoire, c'est un acte qui est provisoire, c'est un acte qui doit être atraumatique, voilà, et se fait avec des ceintures de contention, des attaches de contention spéciales, pour éviter bien sûr les complications. Le troisième moyen thérapeutique, c'est les traitements médicamenteux de l'agitation. Donc, on va voir après dans le slide suivante
le tableau donc, pour les produits. Quelle que soit la forme clinique de l'agitation, un recours aux médicaments est indispensable dans la plupart des cas, notamment lorsque celle-ci est incoercible ou préfigure une dangerosité très importante. Donc, éviter d'administration des produits répétés, des produits sédatifs répétés à des sujets qui sont déjà endormis par des produits qui ont été reçus dans les autres services d'urgence, s'il est parti d'autres institutions. Ça peut conduire, bien sûr, vers un coma ou apparition d'un syndrome malin des neuroleptiques. Donc, dans le cadre de l'urgence, on préfère bien sûr une monothérapie par voie parentérale ou intramusculaire. La voie parentérale, donc, il faut qu'elle soit l'intraveineuse lente. Les traitements médicamenteux de l'agitation sont basés essentiellement sur deux groupes de produits, les tranquillisants et les neuroleptiques ou antipsychotiques. Les tranquillisants, ils ont une action très rapide. Le pic plasmatique est atteint à 30 minutes à 1 heure et sa demi-vie, elle est 32 heures. Donc, on va le voir sur le tableau. Et les antipsychotiques nécessitent une surveillance très importante des constantes hémodynamiques et notamment la tension artérielle et la fréquence respiratoire. Donc, voilà, sur ce tableau, il y a les différents produits, les benzodiazépines et les antipsychotiques. Les produits disponibles dans notre pays actuellement, on a le diazépam, le chlorazépate potassique, la forme intramusculaire, elle est introuvable actuellement. On a les formes gélules, le lévomépromazine, le nosinant, la chlorpromazine, l'argactyle, la lopéridol et la loxapine. Donc, ce sont des ampoules intramusculaires ou intraveineuses lentes, comme le Valium. Ils ont donc les benzos une action très très rapide. Le pic plasmatique est atteint entre 30 minutes à 1 heure. Par contre, pour les antipsychotiques, donc ce sont des produits, ils ont un effet sédatif et anxiolytique très puissant, une action très rapide sédative, antidélirante, anti-hallucinatoire. Voilà. Ce sont des produits, ils sont mis à la disposition de tous les médecins au niveau des urgences. Pour le schéma thérapeutique, l'agitation médicale, l'important est de rechercher à déceler la cause de l'agitation et orienter d'urgence ces malades vers les services de médecine, de réanimation ou en neurochirurgie, en fonction, bien sûr, de la pathologie en cause. Concernant les agitations d'origine toxique, un neuroleptique sédatif en intramusculaire peut être prescrit. Les agitations d'origine épileptique nécessitent des benzos en intraveineux longs et parfois l'association à la phénobarbitale en intramusculaire. Il faut juste dire pour les agitations d'origine toxique, pourquoi on ne donne pas les benzodiazépines? Parce que ce sont des toxicomanes en état de manque. Donc, si on donne une ampoule de Valium en intraveineux, ce sont des sujets qui ne sont pas satisfaits par cette dose. Donc, ça va entraîner un effet rebond, une agitation. Donc, ça va entraîner une agitation. Donc, comme c'est des toxicomanes, il leur faut beaucoup de quantité de produits. Et puis, si on les habitue à ces produits-là, ils ne vont pas donc quitter les urgences. Ils vont souvent venir en état de manque pour recevoir les benzodiazépines et on n'encourage pas ça. Le schéma thérapeutique des agitations psychiatriques, d'abord les agitations du maniaque, mélancolique, délirant, schizophrène. Le traitement de choix est constitué par des benzodiazépines en intraveineux long, qui ont une action très rapide. On adjoint souvent un médicament à action moins rapide, mais plus durable, tel que l'association à un neuroleptique incisif type alloperidol ou l'aldol.
et un neuroleptique sédatif type lévomépromazine ou Nosina ou bien du chlorpromazine de l'Argactil. Les doses, elles sont renouvelables si besoin avec une surveillance de l'hypotension artérielle qui est très très importante. Alors, les agitations d'origine névrotique ou réactionnelle, la prise en charge fait appel aux benzodiazépines d'abord. Il y a certaines conduites à faire, isolement du malade, de son entourage, en adoptant une attitude calme, puis passer au traitement, une ampoule de Valium en intramusculaire dans les formes à forte charge anxieuse, ou le chlorazépate hypotassique, le Tranxène, à raison d'un comprimé ou une ampoule à 50. Et dans les formes extrêmes d'agitation histrionique, on prévoit une hospitalisation en psychiatrie, mais elle doit être courte. L'agitation des sujets impulsifs ou caractériels, comme les psychopathes, les états limites, les accidents mentaux, on préconise en première intention un neuroleptique sédatif type chlorpromazine comme le Largactil ou un antihistaminique sédatif, le Phénergan. Il est important de mentionner ici les agitations suivantes comme les agitations du vieillard. On préférera les tranquillisants ou les neuroleptiques sédatifs à moitié dose par rapport au sujet adulte. Chez la femme enceinte agitée, c'est sauf le Largactil qui est indiqué car il est dépourvu d'effets tératogènes. Et agitation de l'enfant, les neuroleptiques comme le Largactil est autorisé à raison de 2 à 5 mg par kilo quand on a des agitations extrêmes. En résumé, donc voilà ce petit schéma, si on veut dire, ce diagramme regroupe tout ce qu'on avait dit, donc regroupe les différentes marches à suivre de l'état d'agitation, c'est-à-dire en fait le diagnostic clinique se fait par l'interrogatoire, examen psychiatrique, examen somatique, un bilan biologique à minima. On va se poser des questions, est-ce que notre patient est délirant, est-ce que notre patient est confus, est-ce que notre patient présente une problématique de l'affectivité, de l'humeur, et on va essayer d'intégrer ce patient dans une étiologie, soit organique, soit psychiatrique. Et quand on trouvera l'étiologie, soit on oriente dans les services concernés, soit on prend en charge, si on peut, pour ne pas fausser le diagnostic, on oriente. Si c'est pas une étiologie dont faudra pas fausser donc le diagnostic, on peut donner un traitement sédatif à minima. Déjà, le premier geste dans la conduite à tenir, c'est l'environnement. On doit avoir un endroit calme, pièce isolée, éviter les spectateurs inutiles, un contact rassurant dédramatisé, la contention physique qui est de dernier recours, elle est provisoire, elle doit être prescrite par le médecin et elle nécessite une surveillance stricte. Et au final, le schéma thérapeutique, on préfère une monothérapie par voie parentérale ou intramusculaire. On préfère les benzodiazépines pour les agitations modérées qui sont renouvelables et les neuroleptiques à action rapide comme agitation sévère. Et dans la plupart du temps, quand le malade est connu des services de psychiatrie et qui est en rechute de sa pathologie et qui nécessite une hospitalisation, on peut mettre du Valium. 10 minutes après, on peut faire un cocktail d'un neuroleptique associé à un antihistaminique en intramusculaire et puis hospitaliser le patient pour poursuivre son traitement. Donc, comme conclusion, l'état d'agitation est une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic vital parfois est mis en jeu par la présence de la confusion mentale, donc il faudra rechercher immédiatement une problématique organique. Voilà. Le passage à l'acte est très dangereux. Prendre en considération aussi la prise toxique associée à l'agitation et aussi c'est une urgence qui nécessite une prise en charge. Une sédation des fois s'impose après échec de prise de contact avec le patient
et risque prise de contact avec le patient, car il y a un risque, comme je l'ai dit auparavant, un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, voire auto-agressif. Et merci de votre attention et bonne écoute.